Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le décès de l'opposant Guy-Brice Parfait-Kolela au Congo, le principal rival du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 21 mars est décédé des suites du coronavirus. Il avait 60 ans. La reprise de l'activité touristique en Égypte. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Anani, a annoncé des chiffres encourageants. Depuis la réouverture des aéroports le 1er juillet dernier, le pays a accueilli plus de 2 millions de touristes. Et puis le continent africain confronté au défi de l'acquisition des vaccins anti-Covid, alors que l'Afrique a besoin d'1,5 milliard de doses pour vacciner 60% de sa population. Pour le moment, environ 23,6 millions de doses de vaccins ont été distribuées sur le continent. Les détails à suivre dans ce journal. Il était le principal rival du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 21 mars dernier au Congo. L'opposant Guy-Brice Parfait-Kolela est décédé dans la nuit du 21 au 22 mars des suites du coronavirus. Âgé de 60 ans, Guy-Brice Parfait-Kolela a invité dans son dernier message l'ensemble des Congolais à voter en faveur du changement. Corinne Kamzefem. L'opposant congolais Guy Parfait-Kolela a finalement perdu la bataille qu'il livrait contre la mort. Décédé dans la nuit de dimanche à lundi 22 mars, le candidat de l'Union des démocrates humanistes UKI avait été testé positif au Covid-19 dans la journée du vendredi 19 mars 2021. Engagé dans sa lutte politique jusqu'à la fin, Guy Parfait-Kolela, dans son dernier message, invitait les Congolais à aller voter pour le changement. Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez voter pour le changement, je ne me serai pas battu pour rien. C'est son directeur de campagne, Christian Cyr Rodrigue Mayanda, qui a fait l'annonce de son décès ce 22 mars 2021, alors que l'ex-candidat à la présidentielle était en évacuation sanitaire. Il serait mort dans l'avion médicalisé juste après son atterrissage à l'aéroport du Bourget à Paris à 1h35. Le directeur de campagne précise que l'opposant historique du président Denis Sassou Nguesso était déjà en tête dans plusieurs localités après le vote de dimanche. La disparition de Kolela est un coup dur pour l'opposition congolaise. Un coup dur non seulement parce qu'il suscitait l'espoir pour la tenance au sommet de l'État, mais aussi parce qu'après avoir été second aux élections présidentielles de 2016, là, il était parti quand même pour avoir une bonne position, vu l'engouement que nous avons constaté autour de sa candidature. Économiste de formation, Guy-Brice Parfait-Kolela avait enseigné dans plusieurs universités françaises avant son retour définitif au Congo en 2005. Fils de l'homme politique Bernard Kolela, il intègre le gouvernement en 2009 comme ministre de la Pêche avant d'occuper le ministère de la Fonction publique et de la réforme de l'État jusqu'en 2015. Arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, Guy-Brice Parfait-Kolela n'a jamais cessé d'affirmer que sa victoire lui avait été volée. Dans l'actualité également, un bilan qui s'alourdit au Niger après les attaques du 21 mars perpétrées dans la région de Taoua. Selon le gouvernement, au moins 137 personnes sont mortes lors de ces offensives commises dans cette région située à l'ouest du pays, proche de la frontière avec le Mali. Dans un communiqué lu à la télévision ce 22 mars, le porte-parole du gouvernement, Zakaria Abdourahmane, a dénoncé, je cite, des actes barbares perpétrés par des individus sans foi ni loi. Un deuil national de 3 jours a également été décrété à partir de ce 23 mars. À noter que ces attaques surviennent à seulement quelques jours d'intervalle avec celles perpétrées dans la région de Tillabéri le 15 mars dernier. Sa victoire est désormais officielle. Au Niger, la Cour constitutionnelle a validé ce 21 mars la victoire de Mohamed Bazoum au second tour de la présidentielle du 21 février dernier. Le candidat du parti au pouvoir a obtenu 55,66% des suffrages face à son adversaire, Mahaman Ousmane, qui a quant à lui récolté 44,34% des voix. Plus de précision dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. C'est désormais officiel. Mohamed Bazoum est élu président de la République du Niger. La Cour constitutionnelle a validé les résultats définitifs du second tour de la présidentielle du 21 février 2021.
Le candidat du PNDS Tarayya, parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, a selon le juge électoral nigérien remporté le scrutin avec 55,66% des voix, contre 44,34% pour Mahaman Ousmane, le candidat du RDR Tchandji, qui est soutenu par une coalition de l'opposition. Constate que le candidat Mohamed Bazoum a obtenu le plus grand nombre de voix. Déclare par conséquent élu président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, pour un mandat de 5 ans à compter du 2 avril 2021 à 0 heure. Dénonçant un hold-up électoral, l'opposition qui a déposé un recours en annulation de plusieurs circonscriptions électorales auprès de la haute juridiction a annoncé qu'elle ne reconnaîtra pas cette victoire de Mohamed Bazoum. Malgré la contestation de l'opposition politique, les résultats définitifs validés par la haute cour n'ont pas beaucoup changé par rapport aux résultats provisoires proclamés par la commission électorale CENI. Avec cette victoire du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum, c'est l'expression de la souveraineté populaire. Même Mahaman Ousmane a dû se remettre à la Cour constitutionnelle, a déposé ses recours. La Cour constitutionnelle a tranché, donc c'est fini, on doit se mettre au travail. J'ai été surpris d'apprendre que la Cour va délibérer. Et même si elle va délibérer d'abord, il faut qu'elle vide ce contentieux-là. Et nous avons demandé également dans le cadre de l'instruction de nous permettre d'accéder et prendre connaissance des procès-verbaux dont nous n'avons pas eu. Là où, par exemple, nous reprochons au bureau de vote de n'avoir pas fonctionné. Mohamed Bazoum va ainsi succéder au président sortant Issoufou Mahamadou qui vient de finir ses 2 mandats constitutionnels. L'investiture du nouveau président interviendra le 2 avril 2021. Et ces résultats sont toujours contestés par l'opposition. L'opposition qui prévoyait par ailleurs d'organiser une manifestation le 20 mars dans la ville de Niamey. Mais la mobilisation a finalement été interdite par les autorités pour risque de troubles à l'ordre public notamment. Sadoualizé Mokhtar. Risque de troubles à l'ordre public et urgence sanitaire sont les motifs invoqués par les autorités de la ville de Niamey pour interdire la manifestation programmée par la coalition des partis membres de l'opposition politique ce 20 mars 2021. Aussitôt informée, l'opposition politique a intenté une action en référé afin d'obtenir de la justice l'annulation de la mesure d'interdiction. À l'issue d'une audience, le juge a rejeté l'action et a confirmé l'interdiction de la manifestation. Cette décision n'est ni plus ni moins qu'une négation du droit, venant s'ajouter aux multiples atteintes aux droits et libertés dans notre pays, qui nous met en face d'un véritable choix cornélien. La résignation, que nous rejetons évidemment, ou la lutte, qui est la seule option qui s'impose à nous. À travers cette manifestation, l'opposition voudrait réclamer la vérité des urnes et exiger la libération des détenus politiques au rang desquels l'opposant Hama Amadou, le général de l'armée à la retraite Momouni Brema. Avec d'autres personnes, ils ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt au lendemain des émeutes qui ont suivi la proclamation par la CENI des résultats provisoires du second tour de la présidentielle. L'heure est grave. Vous conviendrez avec moi que l'état de droit, la démocratie et la République sont en danger au Niger. Je mesure et salue votre engagement, votre détermination et vous invite à rester mobilisés à défendre notre victoire en attendant sa confirmation par la Cour constitutionnelle. Pour rappel, l'opposition conteste les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 21 février 2021, donnant Mohamed Bazoum du parti au pouvoir vainqueur. La coalition de l'opposition assure que c'est son candidat, Mahaman Ousmane, du Renouveau démocratique et républicain RDR Tchandji, qui a remporté le second tour de la présidentielle.
L'actualité, c'est aussi cette tempête de sable qui a frappé ce 22 mars plusieurs gouvernorats en Égypte. Un incident qui a notamment touché le gouvernorat de Beera, situé dans le nord du pays. Un média local rapporte plusieurs dommages matériels. Des maisons ainsi que le minaret d'une mosquée se sont effondrés. Des dégâts qui ont aussi été constatés dans le gouvernorat de Garbia, également situé dans le nord de l'Égypte. Conséquence, plusieurs villages auraient été privés d'électricité. L'Égypte où, parallèlement, le secteur touristique tente de se relever progressivement face à la crise sanitaire. Depuis la réouverture des aéroports le 1er juillet 2020, le pays a accueilli plus de 2 millions de touristes provenant d'une vingtaine de pays étrangers. L'information a été délivrée par le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Anani. Victoria Sechi. En Égypte, le trafic aérien dans tous les aéroports a repris depuis le 1er juillet 2020. Et depuis cette date, le pays des pharaons a accueilli plus de 2 millions de touristes d'une vingtaine de pays internationaux. C'est ce qu'a déclaré le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Khaled Al-Anani. Il s'agirait même d'une hausse malgré le Covid-19. L'Égypte ne peut pas se réjouir d'un nombre de touristes si bas. Cependant, il faudra bien faire redémarrer la machine puisque le secteur touristique est le gagne-pain de beaucoup de familles égyptiennes. Le choix du gouvernement égyptien se comprend du fait du manque de travail et de libertés individuelles. Et pour éviter un embrasement, le gouvernement de Sisi a fait le choix d'ouvrir le tourisme et éviter les contestations. Selon les autorités égyptiennes, les touristes ont regagné leur pays sains et saufs pour la majorité. Les taux d'infection s'avèrent jusque-là très faibles. Sur toutes les installations touristiques, hôtels, musées, sites archéologiques, plusieurs mesures sont en vigueur et doivent continuer à être respectées. 72 heures après leur arrivée sur le territoire égyptien, les voyageurs doivent prouver qu'ils ne sont pas porteurs du virus. L'exécutif espère une relance progressive mais sûre du secteur. À mon avis, ce qu'il faut voir de positif dans cette pandémie pour le secteur touristique égyptien est que les rénovations qui devaient être faites et que l'on repoussait toujours au calendrier grec seront réalisées. Ils nettoient tout et les restaurent. Le temple d'Abou Simbel, par exemple, et de Karnak en profite pour être désinfecté, ainsi qu'une grande partie des complexes hôteliers du pays. Beaucoup de nouvelles découvertes ont été faites au pays des pharaons et cela entraînera immanquablement de nouveaux appétits pour vouloir visiter encore. On fera le tourisme autrement, avec de petits groupes et avec des contrôles plus stricts. En attendant de contenir complètement le Covid-19, l'Égypte a opté pour d'autres alternatives permettant d'assurer la viabilité de l'activité touristique. Par exemple, un programme fascinant de visites virtuelles de ces sites historiques, en vidéo ou même en réalité virtuelle, a été lancé. Le tourisme représente près de 12% du produit intérieur brut du pays. Où en est l'Afrique concernant l'acquisition des vaccins anti-Covid? Selon les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, pour le moment, environ 23,6 millions de doses de vaccins ont été distribuées à travers le continent. Mais pour vacciner 60% de sa population, l'Afrique aura besoin d'1,5 milliard de doses. Les détails avec Mildred Diamou. L'Afrique fait face à des défis importants pour accéder aux vaccins contre le Covid-19, indique le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Dans son communiqué rendu public le 19 mars 2021, l'institution précise que le manque d'accès aux vaccins empêche le continent d'atteindre son objectif de vacciner au moins 60% de sa population afin d'atteindre l'immunité collective d'ici fin 2021. Plusieurs raisons expliquent le manque d'accès aux vaccins anti-Covid-19 en Afrique. En fait, dans ces lacunes dont nous pouvons parler des inégalités sociales, la faiblesse de la gouvernance et la politisation de la santé publique, qui sont autant de facteurs de risque pour la population. Il faudra savoir que dès le début de la lancée du Covid-19, la majorité des pays riches disposant des ressources nécessaires pour pouvoir se fournir les vaccins ont financé, préfinancé même les laboratoires capables de fabriquer dans ces vaccins. Et ainsi, ils ont réservé à l'avance des centaines de millions de doses. Alors que les nouveaux variants de la pandémie amplifient une deuxième vague plus meurtrière en Afrique, environ 23,6 millions de doses de vaccins ont été distribuées à travers le continent en date du 20 mars 2021, ce qui représente une couverture de seulement 1,7% selon les chiffres de Africa CDC. Il y a quelques stratégies qui ont été mises en place par le gouvernement africain et l'Union africaine pour pouvoir
soutenir la lutte et l'obtention des vaccins pour les pays africains. Par exemple, il y a la première initiative qui est le dispositif COVAX. Cette initiative pourrait profiter aux pays africains si elle réussit à obtenir des fournitures de vaccins suffisantes à des prix abordables qui minimiseront la dette. Afin de contrôler la pandémie et assurer le retour rapide de la croissance ainsi que le développement du continent, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies appelle les pays africains à faciliter l'accès rapide aux vaccins sûrs et efficaces. Au 19 mars 2021, le nombre de cas de Covid-19 en Afrique a atteint plus de 4 millions et le nombre de décès s'élevait à 108 998. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.